Bonjour et bienvenue dans Congo Avenir, une émission qui évoque les questions relatives à l'actualité en République démocratique du Congo. Plus que 3 mois avant le 23 décembre 2018, date prévue des élections générales en République démocratique du Congo. Ces élections auront-elles lieu? Difficile de répondre. En attendant, les tandems MP-FCC, majorité présidentielle et Front commun pour les Congo est un ordre de bataille. Il est sur le starting block. Et l'opposition se cherche encore une stratégie. Alors, une question taraude les esprits. L'opposition congolaise peut-elle s'unir et faire barrage, faire obstacle au régime de Kabila? Notre invité sur ce plateau, Blandi Diafouta, secrétaire général du mouvement RCK, résistant combattant du Congo et président du collectif Souveraineté panafricaine, tentera d'y répondre. Blandi Diafouta, bonjour. Bonjour Robert Congo, merci de m'inviter aujourd'hui sur votre plateau de Congo Espoir. C'est quoi le collectif Souveraineté panafricaine? Alors, la souveraineté panafricaine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le désir des peuples africains à vouloir retrouver leur souveraineté, c'est-à-dire leur dignité d'abord, parce que la souveraineté passe d'abord par une dignité humaine que les Africains ont perdue depuis des siècles maintenant, après la colonisation qui a eu lieu par l'Occident. Et deuxièmement, c'est aussi retrouver cette force, c'est-à-dire la force qu'on avait indépendante d'esprit, la force indépendante économique et notre force sociale. Donc c'est ce que nous, au niveau de la souveraineté panafricaine, nous lançons, nous essayons de travailler pour que cette population africaine, issue d'abord de la diaspora, puisque nous sommes ici dans la diaspora, on ne peut pas parler ainsi de la population africaine qui se trouve en Afrique, tout simplement parce que nous n'avons pas encore on va dire, ici en Europe, nous sommes au 21e siècle. Mais en Afrique, on a encore un petit décalage, on va être encore au 19e siècle. Donc pour que les deux tempos, les deux temps se réunissent, il faut pour cela qu'il y ait un travail en amont, et c'est la diaspora qui le fait. Donc retrouver notre souveraineté, c'est retrouver notre indépendance d'esprit, notre indépendance culturelle, notre indépendance économique, sociale, et par la suite, notre indépendance politique. Et quand est né justement ces collectifs, comment est-il organisé? Alors le collectif La Souveraineté panafricaine est né déjà depuis 2011. On avait à cette époque, l'idée était arrivée au niveau de la diaspora entre 3 pays. Je vais vous les citer, le Congo-Zaïre, le Congo-Kinshasa, ainsi que la Côte d'Ivoire, ainsi que le Cameroun et la Tunisie. Bizarrement, on pourrait dire qu'on ne va parler que de pays africains noirs. Non, nous parlons aussi de l'Afrique maghrébine, puisque ça, c'est un ensemble, ils forment tous l'Afrique. Donc cette idée est surgie de vouloir réunir les Africains de la diaspora pour essayer de récupérer la force que nous avions dans le temps. C'est-à-dire que nous avons compris ici dans la diaspora que l'Occident a fait que désunir les Africains, les a désolidarisés. Nous nous sommes tous retrouvés par comment je peux dire ça, pour des raisons multiples ici en Europe, mais quelque part on a été désolidarisés entre nous. Chaque pays regardait son nombril et chaque Africain regardait sa table. Donc on a voulu reprendre cette solidarité-là en essayant justement de mener des actions communes. Et quelles sont ces actions justement que vous menez sur le terrain? Que nous menons sur le terrain, c'est d'abord demander à ce que le peuple africain prenne conscience qu'il a un pouvoir de pouvoir décider dans son pays. Et chaque peuple, aujourd'hui, nous avons vu, je pense que le sujet est basé sur les élections en général en Afrique ou encore en République démocratique du Congo. Et les élections, tout justement, au niveau de l'Afrique, on parle de la diaspora, mais la plupart des diasporas ne peuvent pas voter pour les présidents lors des élections présidentielles dans nos pays africains respectifs. Donc on a voulu faire entendre la voix de la diaspora, dire qu'au niveau de la diaspora, tous les Africains ont un pouvoir, puisque nous avons le pouvoir économique, puisque c'est nous qui nourrissons nos frères et sœurs et parents qui restent en Afrique, c'est nous qui renforçons la caisse de l'État de la plupart des pays africains, et pour cela, il fallait faire des actions en commun. Nous avons fait des sittings, nous avons fait des grandes marches, nous avons fait des opérations coup de poing pour réveiller d'abord la conscience de la diaspora et par la suite atteindre les soi-disant dignitaires qui régissent chacun de nos pays et leur dire qu'attention, il y a des Africains qui sont éveillés et qui sont prêts aujourd'hui à prendre le pouvoir et à mener à bien notre pays. Mais Blandi Diafouta, est-ce que le panafricanisme, vous y croyez encore quand on peut déplorer le manque d'unité avec les pays africains? Est-ce que les pays africains, est-ce qu'il y a l'unité entre eux? Moi, je parle de l'unité des peuples. Et il y a l'unité des peuples. C'est à ça que nous, Donc nous travaillons. Vous faites abstraction au territoire. Je fais abstraction au territoire tout simplement. Pourquoi? Parce que c'était ça, c'est la base de notre problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Africains se retrouvent dans des positions de guerre ethnique, dans des positions de course au pouvoir, tout simplement parce que le découpage qu'il y a eu après la colonisation a permis à ce qu'on puisse séparer des ethnies qui étaient
qui étaient dans un même pays, des frères et sœurs qui étaient dans un même pays, les mettre dans un autre pays à l'avantage de l'Occident et au désavantage du peuple africain. Donc aujourd'hui, effectivement, le peuple africain a été désuni tout simplement parce qu'il a été désolidarisé, il a été séparé à la base. Et nous voulons que cette séparation ne soit plus un problème. On peut avoir des frontières, on peut avoir des pays différents, régis par une frontière, mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes pas un même peuple. N'oublions pas que la plupart des Africains sont des Bantous. Et sur cette base-là, nous devons savoir que nous sommes, par toutes les frontières qui peuvent nous régir, nous sommes des frères et sœurs. Et c'est dans ce but-là que nous avons créé la souveraineté panafricaine, pour reprendre cette sensation, cette relation de frères et sœurs. Un frère et une sœur sont issus d'une même mère et d'un même père, ou encore de plusieurs pères ou de plusieurs mères, mais ils ont le même sang, ils ont la même façon de penser, ils ont le même chaleur qui bouille en eux, et ils ont ce même amour qui les porte. Et c'est ça que nous voulons au niveau de la souveraineté panafricaine, et c'est pour ça que je crois au panafricanisme. Secrétaire général du mouvement RCK, résistant combattant du Congo, et président du collectif Souveraineté panafricaine, comment se porte le RCK? Le RCK se porte très très bien. Comme toujours, depuis que le RCK a été créé en 2010, nous nous portons très bien et je pense que les actions qui ont été menées dernièrement ou encore les vidéos qui ont été faites récemment vous prouvent qu'au niveau du terrain, au niveau politique, au niveau de la conscientisation, nous avons énormément évolué. Nous savons où nous voulons aller, c'est surtout ça la chose la plus importante, c'est qu'il porte un parti ou un mouvement, c'est de savoir où il va, ce qu'il veut faire plus tard dans ses actions et pourquoi est-ce qu'il appelle à un peuple à s'unir, pourquoi est-ce qu'il appelle à un peuple à se lever. Et au RCK, on appelle le peuple congolais à se lever pour libérer le Congo. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, vous le savez, non seulement est soumis à l'occupation rwandaise, burundaise, ougandaise, mais elle est soumise aussi à cette occupation multi-internationale, si je peux dire ça ainsi, puisque nous avons tous les pays du monde, toutes ces puissances internationales qui régissent le monde sont au Congo de diverses façons, par des ONG, par des multinationales, par des organisations, on va dire, humanistes. Tout cela se retrouve en République démocratique du Congo. Donc nous sommes pris dans un canot qui fait qu'on n'a pas beaucoup de mouvements, mais le RCK a arrivé à créer des fossés, à créer des petits trous pour que notre voix se fasse entendre. Et quelle est la place du RCK au sein du mouvement combattant en Europe et dans le monde? Je pense que nous sommes parmi les premiers, sans fausse modestie. Nous sommes parmi les premiers mouvements qui a aujourd'hui pu amener le combat du Congo à un niveau international. N'oubliez pas qu'au sein du RCK, nous avons plusieurs de ces leaders ou de ces autres mouvements qui sont créés aujourd'hui, qui sont issus du RCK. Donc le RCK a été quelque part une base de formation, une école de formation au mouvement des combattants. Et quelle est sa place au sein de l'opposition congolaise? Je ne peux pas parler d'opposition congolaise. Nous ne nous identifions pas à l'opposition congolaise actuelle qui est en République démocratique du Congo, tout simplement parce que cette opposition, elle est complaisante, elle est complice avec le système actuel et nous sommes en séparation totale et radicale avec le système en place. Mais justement, on va parler de cette opposition-là. Il y a des réunions, il y a des rencontres à Kinshasa, à Bruxelles, en Afrique du Sud, partout. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait un pas en arrière, 2 ans en arrière, si je peux dire ainsi. On a parlé récemment, effectivement, de quelques leaders dites d'opposition politique en République démocratique du Congo qui se sont rassemblés dernièrement ici à Bruxelles. Et j'ai l'impression de revoir, il y a encore 2 ans, quand il y a eu le même type de posants, complaisants, qui se sont réunis pour créer une espèce de mouvement pour dire qu'effectivement, il y a une vraie opposition qui se crée parce qu'on voit 2, 3, 4, 5 têtes de leaders qui sont, si nous regardons leur passif, depuis très longtemps sous la botte de l'occupation, qui font la politique de l'occupation, puisque c'est eux qui vont amener le peuple congolais à accepter les élections. Chose que le peuple congolais ne devrait pas accepter, ce que nous disons au niveau du RCK. Alors, à vous entendre, c'est une unité de façade qu'on a vue. C'est une unité de façade. Et alors, donc l'opposition ne peut pas s'unir. Ils pourraient s'unir si effectivement ils ont le même mot d'ordre. Et je pense qu'ils ont eu ce mot d'ordre. Mais d'où vient-il ce mot d'ordre? Il ne vient pas du peuple congolais. Donc leur unité n'est pas au profit du peuple congolais, mais n'est qu'au profit de celui qui leur donne l'ordre de s'unir. Mais Blandi Yafouta, on peut quand même saluer la démarche, parce que c'est des gens normalement qui ont des positions vraiment diamétralement opposées. Puis se retrouvent des Congolais qui se parlent entre eux, c'est quand même une bonne chose pour les pays.
Moi, je Vous parlerai ne pensez pas, vous? Non, je ne pense pas que leur position est diamétralement opposée. Quelle est la position d'aujourd'hui de Félix Tshisekedi pour le nommer à l'UDPS? Quelle est la position de Jean-Pierre Mbemba? Mais c'est les gens qui ne se voyaient pas il y a quelque temps. Quelle est la position de Moïse Katumbi pour le citer aujourd'hui? Ils ne se voyaient pas. C'est nous qui ne le voyons pas, qu'ils ne se voyaient pas. Ne rentrons pas dans leur piège. Qui nous dit qu'ils ne se voyaient pas? Qui nous dit qu'ils ne se téléphonaient pas? Mais quand on parle de diamétralement opposés, on devrait avoir des politiques différentes. Mais quelle est leur politique aujourd'hui en République démocratique? Parce que vous pensez que font-ils réellement contre le gouvernement de Kabila? Vous pensez que Jean-Pierre Bemba pense pareil que Félix Tshisekedi? Chacun pense à prendre le pouvoir. Chacun pense à être là, à être vu, à être soi-disant un opposant. Mais aucun pense au peuple congolais. Ça, c'est une chose que dont nous, au RCK, nous sommes sûrs. C'est qu'ils ne pensent pas au peuple congolais. Maintenant, bientôt, on va voir leur projet. Attendons. Tout le monde va sortir les projets. Attendons. Et on a vu différents projets. Bon, chiffrés, hein. Chiffrés. Et tout ça, ça vous dit rien. Vous savez, en matière de la République démocratique du Congo, il y a des tonnes et des tonnes de projets d'économie sociale, politique. Nous en avons nous-mêmes au sein du RCK. Nous avons un projet concret pour la République démocratique du Congo, pour sa reconstruction, pour son développement économique, social et politique. Et surtout pour la cassure entre l'occupation et le peuple congolais, c'est-à-dire une alternative que nous proposons, une transition sans la Kabylie. Mais aujourd'hui, est-ce que dans leur projet de société qu'ils ont, je ne recite pas les noms de ces soi-disant opposants, est-ce que cela va en concordance avec le besoin du peuple congolais? Voici la question que moi je leur poserai. Si je devais alors, je vais vous poser une question, mais pourquoi, selon vous, hein, oui, pourquoi l'opposition congolaise a du mal à s'unir? Mais si elle n'a pas du mal à s'unir, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette opposition n'existe pas. Ce sont des hommes de façade qu'on met pour faire croire qu'il y a une opposition. Voyez-vous, en matière de politique, une opposition est vouée à prendre le pouvoir. Une opposition combat le pouvoir ou le régime, pardon, qui est en place pour pouvoir le remplacer à son tour. Le régime qui est en place actuellement, ça fait 21 ans quasiment. Bon, on va imaginer que cette opposition est là, elle existe. Alors, souhaiteriez-vous que cette opposition ait un programme commun et une candidature commune? Je ne peux pas parler au nom de cette soi-disant opposition. Nous, ce que nous demandons, c'est que le peuple congolais comprenne que Et que pense le RCK? Voilà. Le RCK, justement, j'en venais au RCK. Pour que le Congo soit libéré, il doit se prendre en charge. Pour que le Congo soit libéré, il doit se lever, il doit se battre et aller au soulèvement populaire. Il ne doit pas suivre ces soi-disant, justement, opposants qui leur mènent aux élections. Voilà, justement, nous savons très bien que ces élections... Le soulèvement populaire, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est le discours du RCK. Oui. Mais comment, justement, comment concrétiser ce soulèvement populaire? Par quel mécanisme, justement, appeler le peuple à se soulever pour dire non au régime de Kabila? Pour dire non au régime de Kabila, il est simple. Le peuple congolais, tout d'abord, a un droit qui lui est acquis dans notre constitution, c'est-à-dire l'article 5. Ce droit-là lui donne sa souveraineté. Et par la suite, nous avons l'article 63 et 64 qui donne le droit encore plus suprême au peuple congolais de se lever quand on a un pouvoir qui exerce au sein d'un pays par la force. Et c'est le cas en République démocratique du Congo. Nous avons un régime dictatorial qui est sanguinaire, qui a tué plus de 12 millions de peuples congolais, qui affamine les Congolais de Kinshasa ou de toute autre ville du Congo, de la République démocratique du Congo. Nous avons des enfants qui ne sont plus scolarisés, alors que la scolarité est obligatoire dans notre constitution. Et elle est même gratuite pour les enfants de maternelle et de primaire. Nous avons des salariés, des hommes et des femmes sans travail, alors que nous avons des entreprises au Congo qui n'emploient pas suffisamment les Congolais. Nous avons dernièrement eu un cas, je pense que vous êtes journaliste, vous êtes au courant, une société belge qui voudrait faire un recrutement, mais hors les Congolais, pour un poste, pour une société qui va exercer en République démocratique du Congo, qui doit être assujettie aux lois congolaises. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Une candidature pour des non-Congolais. C'est aberrant. Que dit le régime en place pour cela? Il ne dit rien. Êtes-vous choqué par l'invalidation de certains candidats à la présidentielle ou à ces élections en général? Écoutez, je vais répondre pour effectivement répondre au peuple congolais. C'est choquant quand même, non? Mais ça ne nous surprend pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que dès le départ, nous, au niveau du RCK, nous ne sommes pas pour les élections. Nous savons qu'une élection mise en place par un régime dictatorial comme l'est en République démocratique du Congo ne peut aboutir à une vraie élection, à un vrai gagnant, et le gagnant du peuple. Nous le savons dès le départ. Donc nous savons que toutes ces manigances qui sont faites en place, invalider ou valider tel ou tel candidat, nous voyons des candidats qui sont invalidés parce qu'ils ont la double nationalité. Mais arrêtez de vous moquer du monde. Sami Badibanga, depuis, n'a-t-il pas été Premier ministre de ce même régime?
À cette époque, il n'avait pas la double nationalité. À qui veut-on faire croire qu'aujourd'hui, on va l'invalider au poste de président, de la candidature présidentielle, parce qu'il a une double nationalité? Félix Tshisekedi n'a-t-il pas été au sein du rassemblement? L'UDPS n'a pas été au sein du rassemblement? N'a-t-il pas eu de pourparlers avec Félix Tshisekedi? À ce moment-là, ne savions-nous pas qu'il y avait un diplôme qui était invalidé? Alors arrêtez de nous dire, de parler d'invalidation. Tout cela est fait en sorte pour retarder ce processus électoral et pour qu'en finalité, il n'ait pas lieu. Alors, on va parler de l'opposition, parce que c'est notre sujet. Donc, parmi tous ces opposants, il n'y a personne, mais alors personne qui vous inspire confiance. On va parler par exemple de Matungulu. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, bon, il a quelque peu baigné dans le système, parce qu'il fut quand même ministre de l'économie, mais c'est quand même quelqu'un de bien, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Vous savez, au RCK, on a toujours une politique, c'est-à-dire de faire un peu abstraction, je vais dire, de ce qu'on peut voir visuellement, mais de voir un peu ce qu'il peut avoir au fond d'un homme ou au fond d'une femme, puisque être fils ou fille du Congo, c'est être aussi un homme ou une femme. Et on essaye de tirer toujours le meilleur de celui-là. Matungulu a été un de nos contacts à l'époque, avec quelqu'un avec qui on a discuté, avec qui on a échangé, et on a demandé une seule chose. Ce qu'on demande à tous les opposants d'ailleurs, c'est de reconnaître qu'il y a une occupation en République démocratique du Congo. Mais quand un fils du pays n'est pas capable, un fils du pays, je parle politique, puisque quand on parle du peuple Nonda qui peut avoir la République démocratique du Congo, pour la plupart ils le disent, qu'il y a des bapaya. Quand on dit bapaya, excusez-moi d'employer le terme en lingala, mais quand on parle de bapaya, ça veut dire des étrangers, des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qu'on aurait invités, même si on veut donner la vraie définition en français. Mais quand ces hommes politiques n'osent pas parler de l'occupation, n'osent pas parler du fait que celui qui est à la tête du régime, mais là, il commence quand même à en parler. Il commence quand même à en parler. Tue la population congolaise et qu'on n'en parle pas. On attribue les morts du Congo qu'uniquement au Rwanda. Or, celui qui a la main mise sur tout justement l'armée congolaise et celui qui est à côté d'eux, qui est à leur tête, et on ne parle pas de lui. Je suis désolé, c'est que nous n'avons pas la même pensée, que nous ne sommes pas tous des Congolais et que nous ne luttons pas tous pour la même chose. Nous, au RCK, nous luttons pour la République démocratique du Congo, pour sa libération, sa souveraineté et pour surtout que le droit du peuple congolais, les jouissances de ses richesses lui soient attribuées. Mais beaucoup ne le font pas. Alors, si le RCK avait présenté un candidat à ces élections, en l'occurrence Martin Sali, qui est le président de votre mouvement, accepteriez-vous d'y aller avec cette machine à voter ou bien ces fichiers électoraux corrompus? Mais Martin Sali est candidat à cette élection. Nous ne pouvons être candidats aux élections avec l'occupation. Jean-Martin Sali, président du RCK, ne peut être candidat aux élections instituées par le régime de Kabila, ni de la Kabylie. Il sera candidat aux élections une fois que l'occupation sera chassée. Il y a quelques mois. Ça a toujours été son idée de prendre le pouvoir. Le RCK a été créé pour prendre le pouvoir en République démocratique du Congo, mais sans la Kabylie. Donc il sera candidat au moment où l'occupation ne sera le passé en République démocratique du Congo, que nous aurons chassé cette Kabylie et que nous aurons mis en place une transition sans la Kabylie qui permettra d'organiser des élections saines, démocratiques, libres, que tous les Congolais prendront à cœur de pouvoir voter leur futur président et leur vrai futur président qui exercera pour le peuple congolais. Et donc vous ne croyez pas l'effectivité justement à la tenue effective de ces élections? Vous ne croyez pas? Donc il n'y aura pas des élections selon vous? On y a cru, le peuple congolais y a cru en 2016. Y a-t-il eu élection? Il n'y a pas eu élection. C'était quasiment les mêmes procédés. On a fini par un accord de la Saint-Sylvestre. Et à l'allure où nous allons aujourd'hui, nous sommes en septembre, vous l'avez rappelé au début de l'émission, à 3 mois à peine des élections du 23 décembre 2018, nous en sommes encore à savoir s'il y a des candidats qui sont éligibles, qui sont valides ou qui ne sont pas valides. On a la liste de 21 candidats. Les 21 candidats. Dans les 21, il y a encore quelques-uns qui sont en suspens. Il y en a encore qui sont encore à savoir si leur diplôme va être validé ou ne va pas être validé, s'il a présenté un vrai ou un faux diplôme. Donc on est encore sur 21, entre guillemets, si je peux dire. Donc on est encore à ce stade-là de savoir si les 21 candidats vont arriver jusqu'à la fin de la course. Et après, nous sommes encore au stade où, dans ces 21 candidats, comme on a pu vous le dire, ou vous avez pu le voir, vous constatez vous-même, qu'il y a des candidats qui sont là, des candidats fictifs, ce qu'on appelle les candidats fictifs, c'est-à-dire qu'on note leur nom, ils se présentent, mais en réalité, ils représentent un parti. Et le parti, quel parti vont-ils représenter? Ce sera le parti de la majorité présidentielle. Et dans ce cas-là, nous allons nous retrouver face à une opposition
complice et complaisante, et un candidat de la majorité présidentielle. Qui va gagner? Mais le peuple congolais appelle de tout ce vœu qui est élection présidentielle ou élection générale. Le peuple congolais n'appelle pas à ces élections. Ils veulent les élections. Le peuple congolais appelle à ce qu'il y ait changement, que Kabila quitte le pouvoir, que la Kabylie cesse de le maltraiter, que la Kabylie cesse de l'affamer. C'est ce que le peuple congolais appelle. Faut-il boycotter ces élections alors? Nous, vous entendre parler, il faut boycotter ces élections. Nous l'avons dit dès le départ de cette création, de ce mouvement, nous ne serons jamais pour des élections ou pour un quelconque dialogue avec l'occupation. Ces élections sont organisées, orchestrées par l'occupation. Nous ne pouvons pas être pour ces élections. Le pays est occupé, le pays est infiltré. Oui, ça c'est le discours qu'on a déjà entendu, qu'on attend tout le temps. Mais alors maintenant, moi c'est ce que j'aimerais savoir. Vous avez essayé d'aborder ces problèmes. Comment justement appeler à ces soulèvements populaires? Parce qu'au niveau de la diaspora, ça se passe très bien. Et les combattants, c'est vrai, vous avez fait un énorme travail que tout le monde peut saluer aujourd'hui. Mais au niveau du pays, à l'intérieur du pays, comment faire pour inciter le peuple, demander au peuple de se soulever justement contre ces régimes, contre le régime des Kabila? Alors, au niveau du pays, il y a plusieurs mécanismes qui sont possibles. J'ai commencé à en citer tout à l'heure, au niveau de l'éveil patriotique et surtout de l'éveil du cœur, comme on peut dire. Comment susciter cet éveil? Pour susciter cet éveil-là, il y a plusieurs acteurs possibles. Il n'y a pas que le RCK, il n'y a pas que les combattants, il n'y a pas que la diaspora. Les acteurs principaux au niveau de la République démocratique du Congo sont tous les Congolais eux-mêmes, en commençant par ceux qui arrivent plus ou moins à avoir un minima social. Ceux qui arrivent à avoir un minima social, quand je parle de minima social, pour la plupart, ceux qui arrivent à avoir un salaire de 200, 300, voire 400 dollars. Et avec 300, 400 dollars, ceux-là aujourd'hui sont obligés de nourrir toute une famille, parce que n'oublions pas que nous sommes des Bantous, que nous sommes des Africains, et que dans la plupart des familles, il n'y a aucune famille aujourd'hui, sauf si la plupart sont morts, qui n'a qu'un frère et sœur, et que les deux se portent très bien. Pour la plupart, nous avons 10 frères, 12 frères, des cousins, des neveux, et toute une grande famille qu'on doit nourrir. Donc ceux-là même qui peuvent avoir des salaires de 300, 400, voire 200 dollars, sont obligés, avec ce peu de salaire déjà, puisque je vous rappelle que le coût de vie en République démocratique du Congo est quasiment équivalent à celle que nous vivons ici dans la diaspora. Un sac de riz de 25 kilos coûte 50 dollars, au même titre et encore plus cher que nous ici au niveau de la diaspora. Donc ça veut dire que nous avons un même niveau de vie alors que nous n'avons pas les mêmes revenus. Donc celui qui a un revenu de 200-300 dollars peut aujourd'hui inciter par des conseils, par aussi une privation de ce petit 10 dollars qu'il pourrait donner à son frère ou à son cousin ou à son neveu et lui dire que lève-toi. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est ce régime-là qui le fait. Nous avons, vous autres journalistes, qui êtes conscients de ce qui se passe, qui êtes là pour véhiculer les messages, qui êtes là pour présenter la situation de la République démocratique du Congo, qui avez aussi un travail d'éveil, qui avez aussi un travail de sursaut de la population. Et nous avons tous ces autres acteurs, c'est-à-dire les journalistes, les acteurs, les footballeurs, les artistes, tout cela qui ont un pouvoir de véhiculer un message, d'être entendus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous rappelle, parce que beaucoup n'ont pas compris pourquoi nous avions fait le blocus de concerts ici dans la diaspora. C'est parce qu'on avait demandé à ces artistes qui sont des vecteurs de communication, de donner le message qu'il fallait au peuple congolais. Parce qu'ils sont au courant de la réalité. Ils savent que leur budget qu'eux reçoivent par le régime de Kabila, aucun petit Congolais ne le reçoit. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion entre ce que le peuple non-da de la République démocratique vit et ce que une certaine classe politique qui est minime. On compte plus de 90 millions de Congolais en République démocratique du Congo. Et il y a à peine 10 millions, et encore 10 millions, je le dis parce que ce sont des chiffres approximatifs. Mais je ne pense pas qu'il y a réellement 10 millions de Congolais qui peuvent se prétendre être dans une bonne classe politique, dans une bonne classe sociale. Donc cette disproportion-là fait que chacun de nous est capable d'être un acteur du soulèvement populaire. Alors, quel regard portez-vous sur l'intérêt que porte la SADC, l'ONU ou bien les États-Unis sur les processus en cours, un processus électoral évidemment en cours en République démocratique du Congo? Le regard qu'ils ont toujours porté. L'Occident a toujours porté un regard de donneur d'ordre, de dictateur, et en même temps un regard d'alarmiste en disant au peuple africain, en disant aux Congolais en particulier, faites des élections, parce que aujourd'hui je vais rappeler quelque chose de très simple. On parle souvent de démocratie. On veut nous infliger des élections en République démocratique du Congo, mais sur quel modèle? Est-ce que nous, Bantous, nous avions la même conception
de cette démocratie qu'aujourd'hui on nous impose, qu'on nous a imposée. Alors, quel est votre modèle à vous? On veut aller aux élections alors que nous savons très bien que d'abord, celui qui est à la tête du Congo n'a pas pris son pouvoir par les élections. Croyez-vous qu'il respectera le processus électoral? Et les États-Unis veulent pousser le peuple congolais à croire qu'ils viendront intervenir? Combien y a-t-il de résolutions qui sont signées au Conseil de sécurité des États-Unis pour la République démocratique du Congo? Combien y a-t-il de violations sur le processus électoral ou encore sur d'autres processus en République démocratique du Congo qui n'ont jamais été sanctionnés par l'ONU? Et c'est parce qu'ils vont dire publiquement, on a eu Jane Kerry qui est venue, nous avons l'autre ambassadrice qui est venue dernièrement, l'année dernière, Nikki Haley, qui est venue en République démocratique du Congo pour demander à ce que Kabila ne reste pas une année de plus, qu'il puisse finir les accords de la Saint-Sylvestre en mettant en place une élection en 2016-2017. Ça n'a pas été fait. Donc, nous aujourd'hui... Et la récente tournée de Didier Reynders. Mais c'est la même chose. Vu. Qui est Didier Reynders, celui qui avait mis Kabila, qui avait fait l'éloge de Kabila, Joseph Kabila, il l'a mis au pouvoir quasiment. Mais tout le monde dit indirectement aujourd'hui qu'on ne veut plus de Joseph Kabila au pouvoir au Congo. S'ils ne le veulent plus, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais. S'ils ne le veulent plus, c'est parce qu'aujourd'hui, Kabila a pris une certaine posture, a pris une certaine assurance, a acquis un certain réseau qui fait qu'il arrive à échapper à ceux qui l'ont mis en place. Alors que faire maintenant pour que l'intérêt du peuple congolais prime sur celui des Occidentaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut se soulever, il faut aller au soulèvement populaire. Il faut dire au peuple congolais qu'aujourd'hui, si le coltan peut être aujourd'hui attribué... Parce qu'à l'issue du soulèvement populaire, ce sont les Congolais qui vont choisir leur président. Ce sont les Congolais qui choisiront leur président. Déjà, on écartera cette machine à voter qui en réalité n'est pas une machine à voter. On l'appelle de tous les noms qu'on peut dire. Tous les médias parlent de machine à voler. Oui, effectivement, c'est une machine qui a été mise en place pour faire croire aux Congolais qu'on innove dans la technologie, qu'au lieu d'aller voter avec un bulletin papier qui est certainement un peu plus fiable, on va dire, qu'une machine dans laquelle on aura au préalable mis un programme pour modifier le choix de celui qui aura voté, est mieux que le vote papier. Nous ne sommes pas d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez d'une intervention armée pour bouter dehors les régimes de Kabila? Mais c'est ce qu'il faudra faire. Si le soulèvement populaire est effectivement le soulèvement du peuple, mais il doit être encadré ou encore protégé par une armée. Mais pas l'armée actuelle, pas l'armée du Congo actuelle. Ce que j'allais répondre avant même que vous posiez votre question, c'est que l'armée aujourd'hui de la République démocratique du Congo n'est pas l'armée du Congo. C'est une armée, ce sont des hommes armés qui sont contrôlés directement par le Rwanda. Nous avons à la tête de cette armée des généraux qui sont tous pour la plupart. Donc aujourd'hui, on ne peut pas compter sur cette armée-là. Mais n'oublions pas que nous avons eu une armée à l'époque de Mobutu, pour ne citer que cette époque-là. Nous avons des vrais soldats qui ont été formés à cette époque-là. Et nous avons encore des soldats aujourd'hui qui ne font pas forcément partie de l'armée congolaise d'aujourd'hui, mais qui sont encore vivants et qui peuvent apporter un plus à ce soulèvement populaire. Et j'en appelle d'ailleurs à tous ces anciens militaires ou ces nouveaux militaires à s'engager auprès de la résistance et à aider le peuple congolais au soulèvement populaire. Pourquoi l'alternance démocratique peine à s'installer en Afrique? Alors, c'est une bonne question. Je vous ai parlé tout à l'heure de la démocratie. Je pense plutôt que c'est lui qui nous a rejoint, un frère ivoirien, Alfred Babou, qui disait justement que la démocratie n'est pas universelle. Effectivement, je le proclame toujours très haut, c'est que la démocratie n'est pas universelle. En Afrique, nous avions déjà notre démocratie. Notre démocratie était basée sur le chef, qui pouvait être le chef coutumier, qui pouvait être un chef communal. Et on savait déjà à l'époque que quand on avait un chef qui atteignait un certain âge, il y avait déjà un successeur qui était déjà programmé, qui pouvait être son fils, qui pouvait être un dauphin, qui pouvait être un cousin, qui pouvait être autre, pris dans le peuple. Et ça se passait très bien. Et ça, on pouvait appeler aussi cela une forme de démocratie. L'Afrique a-t-elle encore des vrais leaders, selon vous? L'Afrique a encore des vrais leaders. Par exemple? Jean-Martin Sali-Bonguenge, qui est un vrai leader pour le Congo. Donc l'Afrique a encore beaucoup de leaders. Nous avons, au niveau de la souveraineté panafricaine, un assemblage de leaders.
nous avons Abel Naki, qui est du CRI panafricain, qui est le président du CRI panafricain. Nous avons Moizoul. Vous savez, quand nous avons créé la souveraineté panafricaine, j'ai revu dans tous les... parce que c'est un mouvement quand même qui regroupe 33 pays, hein, si je veux rebondir dessus. Et dans ces 33 pays, j'ai vu du Marcus Garvey, j'ai vu du Angela Davis, j'ai vu du Martin Luther King, j'ai vu du Malcolm X. On a retrouvé Thomas Sankara, on a retrouvé tous ces personnages dans la souveraineté panafricaine. Et d'ailleurs, je lance un message à mes frères et sœurs qui se sont un peu égarés, qui ont été un peu essayés de voir ailleurs, qui ont été un peu perdus par cette lutte qu'on parle toujours d'ego. Revenons. Nous sommes d'une force. À chaque fois, croyez-moi, frères et sœurs, à chaque fois que l'Occident, pour ne pas dire l'homme blanc, verra qu'il retrouvera ces noms que nous citons, sur lesquels nous nous sommes reposés pour créer notre unité, se réunir de nouveau, on fera tout pour nous diviser. On fera tout pour nous désolidariser. Et c'est sur ça que nous devons nous battre. Nous qui sommes des aguerris dans le combat de la lutte de la libération des peuples africains, il faut que nous comprenions cela. Quelle que soit la rivalité de chacun, je pense qu'un Thomas Sankara ne fera jamais de l'ombre à un Lumumba. Une Angela Davis ne fera jamais de l'ombre à une Winnie Mandela. Mais tout cela ensemble composeront pour libérer le peuple congolais, le peuple africain. Et c'est cela que le message que je vais donner à mes frères africains aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas avoir de rivalité entre nous. C'est ce que l'homme blanc cherche à ce que nous ayons, nous a inculqué dans nos mémoires. Et à chaque fois qu'on veut créer une force, on nous divise en disant Blandine veut être plus forte qu'un tel. Robert Congo veut être plus fort que je ne sais quel autre journaliste. Or, c'est faux. Nous formons un ensemble et cet ensemble s'appelle l'unité et cet ensemble s'appelle la force. Alors, quel regard portez-vous sur le gouvernement de la diaspora présidé par Mme Justine Poyo Kasavubu? Alors, Madame Justine Kasavubu, que je salue d'ailleurs, que j'estime énormément, puisque en tant que femme, il faut se serrer les coudes, il faut reconnaître le travail des uns et des autres. Donc, qui fait partie de la coalition des forces vives, hein, si je peux citer ainsi. La coalition des forces vives, c'est un mouvement politique qui a été créé donc au lendemain de 2016 pour proposer la transition sans la Kabylie. Et Madame Kassavou fait partie de ce mouvement-là. Et à ce titre-là, nous sommes en collaboration, nous travaillons ensemble, nous échangeons nos idées. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que Blandine Diafutua exerce ici en France que Madame Kassavou ne peut pas exercer en Belgique. Nous formerons une force qui amènera la libération du Congo. Un dernier message. Un dernier message pour le peuple congolais. Le peuple congolais, sachez que le Congo vous appartient. On ne le dira pas assez, parce qu'effectivement, on a 50 ans pendant lesquels on nous a dit que le Congo ne nous appartenait pas, que le sol du Congo ne nous appartenait pas, que les richesses du Congo appartenaient à ceux qui l'exploitaient. La preuve en est, on a aujourd'hui le parc de Virunga qui est une propriété privée gardée par l'UNESCO. Mais ça se trouve en République démocratique du Congo. Ça ne se trouve pas dans quelques pays fondés par l'UNESCO. Ça se trouve en République démocratique du Congo. Donc avant que ça devienne un bien privé protégé par l'UNESCO, ça doit être un bien protégé par le peuple congolais. Donc je répète au peuple congolais que le Congo nous appartient. Et il en va de soi que pour qu'il reste à nous, excusez-moi, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on le garde. Il faut qu'on le protège, ce Congo-là. Alors battons-nous. Battons-nous. Nous avons tous des enfants. Nous avons tous des petits-enfants. Il faut qu'on leur laisse quelque chose. La terre du Congo est la nôtre et sera la leur. Mais si seulement nous nous battons, si nous amenons le Congo au soulèvement populaire, si nous chassons l'occupation qui est en place et que nous reprenons notre souveraineté. Et pour cela, le RCK est prêt à accompagner le peuple congolais. L'a toujours fait, a été créé pour cela et arrivera au terme. Donc le message de la fin pour les Congolais, c'est cela. Je vous rappelle tout simplement que nous allons reprendre les activités au niveau de la diaspora. Le 13 octobre, nous serons à Château-Rouge. Pourquoi Château-Rouge? C'est vrai qu'on vous a habitué à des places plus symboliques, devant des institutions. Mais pourquoi Château-Rouge? Parce que c'est au cœur de l'Afrique que nous voulons faire passer ce message. Congolais, levez-vous. Vous vous êtes fait endormir une nouvelle fois de plus, alors que nous avons eu depuis 2010 jusqu'à 2016 un élan d'éveil,
de sursaut où on s'est battu sous la neige, sous le froid, sous la pluie, sous le soleil. On s'est levé, on a marché des kilomètres et des kilomètres. Je crois que s'il fallait remporter un prix pour le marathon, le peuple congolais aurait remporté le marathon de l'endurance sur le terrain, parce que nous avons fait des kilomètres et des kilomètres. Le 13 octobre, nous serons à Château-Rouge à partir de 14h. Parce que peuple congolais, ce jour-là, vous êtes tous là pour faire vos courses, pour aller acheter un pondou, un makayabou, un je ne sais quoi d'autre, poto kendolia, basafu, poto kendo memalanda kuto lia. Mais moukolango, surtout termine même 1 heure pour n'amboka la biso. Bon, quand c'était que vous changez loco. Et je dis aux gens qui disent que to bundi longtemps et on n'a rien eu, c'est faux. Ce qui processus il y a Congo, ils ont tant de temps. Pour Kabila, to Kagame, to Museveni, bakanga Congo comme ya bango pesa comme mususu, c'est parce que biso na diaspora to télémaki. Alors to continuer ko téléma le 13 octobre bandikoto à la Château Rouge. À partir de 14h, to kobela chaque Congolais, vous revenez dans la résistance. Bo o bazala kité, bazoye bate, bo ya kokota. Parce que c'est avec la résistance et c'est avec le RCK que nous irons au bout de cette lutte. Merci Blandine Diafout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement RCK, résistant combattant du Congo, et président du collectif Souveraineté panafricaine. Au revoir et à bientôt.